plus de près de 40 milliards de stock de la dette. Et ce quinquennat-là, le tandem Diomaye Faye Ousmane Sonko devra payer près de 11 000 milliards par rapport à la dette. N'est-ce pas là aussi un blocage par rapport à l'émergence du pays? Oui, c'est une chape de plomb, cette dette. Mais il faut qu'on soit clair sur les concepts. Parce que j'ai vu des choses qui ont été écrites, etc. C'est de la propagande. Donc, quand on parle de dette, il faut distinguer d'une part la dette en monnaie nationale, monnaie domestique, et la dette en monnaie étrangère. Donc, il y a la dette en CFA, contractée notamment auprès du secteur bancaire et auprès des marchés financiers de l'UEMOA. Et il y a la dette en devises étrangères, en dollars, en euros et dans d'autres monnaies. Et donc, c'est différent. Donc, il y a ces deux. Et donc, ça, c'est la première distinction. La deuxième distinction, c'est qu'il faut faire la différence entre le stock et le service de la dette. Le stock, c'est, on dit en 2025, voici toute la dette due par le Sénégal. C'est peut-être, disons, je donne un chiffre au hasard, 10 milliards de dollars. Et donc, le service de la dette, c'est ce que l'État est censé, c'est ce que la nation est censée payer chaque année. Disons par exemple que pour le budget 2025, on a mis le service de la dette. C'est les intérêts quoi? Intérêt est le principal. Donc c'est 2900 milliards par exemple, ce qui est prévu dans le budget 2025, 2900 milliards. Donc ça c'est le service de la dette. Donc c'est un flux annuel. Et le stock, c'est ce qui est constaté à un moment donné. En 2025, voici le stock de la dette. Donc c'est différent. Et donc il faut différencier également la dette publique de la dette privée. Parce que les articles qui ont circulé récemment n'ont pas fait cette distinction. Quand on dit le Sénégal est le pays le plus endetté, etc. Donc la dette publique... Ce n'est pas vrai, pour lever cet équivoque. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Sénégal est très endetté. Mais il y a d'autres pays qui sont encore plus endettés. Et donc le chiffre de 133% du revenu national brut, c'est vrai, ça vient de la Banque mondiale. Et donc, la dette publique, on parle de dette publique et garantie par le public, par l'État. Public and Publicly Guaranteed Debt. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est la dette qui est contractée par l'État et la dette qui est garantie par l'État. Et donc, cette dette-là, la dette extérieure, bon, je vous ai donné les chiffres, c'est près de 17 milliards de dollars. La dette extérieure, 17 milliards de dollars. Donc, 17 milliards de dollars, c'est plus de 10 000 milliards de CFA. Après, vous avez la dette privée non garantie. Privately non-guaranteed debt. Donc, par exemple, c'est des multinationales qui peuvent dire nous allons venir exploiter le pétrole, etc. Nous sommes endettés auprès de banques commerciales, etc. Ou bien auprès de nos maisons mères. Voici la dette. Et quand vous regardez ça, par exemple, la dette privée non garantie, c'est passé de 1 milliard de dollars en 2010 à près de 15 milliards en 2023. Et donc, les gens ont tout agrégé. Et donc, ça, c'est différent. Normalement, ça ne concerne pas l'État. Ça ne concerne l'État que dans la mesure où ça peut avoir une répercussion au niveau de la balance des paiements. Parce que si cette dette a été prise par des entreprises qui ne génèrent pas des dollars, des euros, ça peut créer un problème pour la parité franc CFA euro. Et donc, là également, il faut se dire, mais qui a pris cette dette pour faire quoi? Parce que, généralement, la dette privée non garantie par l'État, c'est un mécanisme pour ce qu'on appelle les flux financiers illicites. C'est-à-dire que, par exemple, on dit, nous sommes endettés auprès de notre maison mère, et donc on a pris 2 milliards auprès de la maison mère, et donc la maison mère nous donne un taux de 20% de taux d'intérêt. C'est pas sérieux. Donc c'est des mécanismes pour soustraire des ressources à nos pays. Donc ça, il faudra voir. Donc ça laisse entrevoir, je vous ai entendu un peu en filigrane, ça laisse entrevoir que ce que le nouveau régime a dit sur les chiffres qu'on a manipulés avec l'ancien régime peuvent être vrais. Il faudra voir ça dans le détail. Moi, les chiffres sur lesquels je me base, c'est les chiffres qui ont été publiés. Donc, je n'ai pas d'autres chiffres. Donc, c'est les chiffres qui viennent de Banque mondiale, FMI et les chiffres produits par le gouvernement. Par exemple, les chiffres produits par le gouvernement au deuxième trimestre 2024, on voit que la dette extérieure, c'est de 10 976 milliards. Le service de la dette qui devra être payé de 2024 à fin 2029. 10 976 milliards de CFA. Donc ça, c'est les chiffres du gouvernement, le bulletin statistique trimestre 2 2024. Et donc la dette intérieure, quand on parle de dette intérieure ici, c'est la dette contractée par le gouvernement auprès des banques et auprès du système financier de l'UEMOA. Et donc ça, on constate que d'après le gouvernement, c'est 6 429 milliards de CFA. Donc quand vous totalisez le tout, c'est plus de 17 000 milliards
qu'il faudra payer de 2024 à fin 2029. Donc c'est un cercle infernal. Si on part de l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouvelle dette, mais déjà il y a une nouvelle dette. D'ailleurs, on voit que le service de la dette qu'on avait constaté au deuxième trimestre 2024 a été dépassé quand on regarde le budget 2025, parce que le budget 2025 montre 2900 milliards qu'il faudra payer en 2025, alors que au deuxième trimestre 2024, on tablait sur quelque chose comme 2300 milliards, etc. Donc cette dette, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que imaginez, les 2900 milliards qui vont être payés en 2025, c'est les 2/3 des recettes fiscales. 2/3 des recettes fiscales. C'est énorme. C'est énorme, mais les recettes fiscales ne peuvent pas payer la dette. Donc il faudra s'endetter à nouveau. Et donc nous ne maîtrisons pas les conditions de notre endettement. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas notre banque centrale. Parce que si vous avez votre propre banque centrale, vous pouvez, en coordination avec la banque centrale, vous assurer que les taux d'intérêt sur la dette dans votre propre monnaie sont faibles. La question de la monnaie aussi revient toujours. Oui, parce que la monnaie, c'est une dette. Donc, tout ça est lié. Donc, si vous avez votre propre banque centrale, vous pouvez vous assurer, par exemple, que les intérêts que l'État paye sur sa dette en monnaie domestique, c'est inférieur au taux de croissance. Par exemple, disons, le Sénégal va avoir un taux de croissance. Je donne un chiffre comme ça aux arts. De 5% en moyenne annuelle sur 10-15 ans. Et donc, la banque centrale fait en sorte que l'État, par exemple, s'endette toujours à 3% ou moins. Quand vous faites ça, la dette, elle est soutenable dans le temps. Le ratio dette sur PIB, qui ne signifie pas grand-chose, va décliner dans le temps. Mais la dette en monnaie étrangère, c'est différent. Parce que là, vous ne maîtrisez pas les taux. Et vous êtes exposé à un risque de refinancement. Surtout dans le cas des dettes dues aux créanciers privés. Quand on parle de risque de refinancement, c'est-à-dire que, par exemple, le principe des eurobonds, en fait, les pays africains ont commencé à émettre massivement des eurobonds à partir de la grande crise financière, 2007-2008. Parce que là, le contexte, c'était que, c'est une contexte de crise financière, puis économique. Et donc, Lehman Brothers. Oui, et les banques centrales des pays du Nord, à commencer par la Banque centrale américaine, ont mis en place des politiques de quantitative easing. Donc, plein de liquidités sur les marchés à taux d'intérêt zéro. Et donc, les investisseurs se disent, ici, si on va acheter les titres de dette de l'État américain, c'est zéro. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, allons-y vers les marchés exotiques. En Amérique latine, en Asie, en Afrique. Et donc, les gouvernements africains se sont dit, allons-y. Parce que là, nous avons une période de croissance, parce que là, c'était le boom des matières premières, et donc nous sommes solvables a priori. Donc, allons-y. Et donc, mais ils ont fait face à des taux d'intérêt élevés. Au minimum, parfois, c'était 5-6%, mais souvent, vous pouvez dépasser les 10%. Et donc, quand vous avez un taux d'intérêt, par exemple, de 10%, ça veut dire que le capital est remboursé en 7 ans. En fait, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, C'est de la folie. Et donc, c'était ça le contexte. Et donc, l'avantage des eurobonds, c'est que vous pouvez avoir des maturités longues, des montants importants. Et aussi, en fait, le principe, c'est que chaque année, on ne paye que les intérêts. Par exemple, si vous prenez 2 milliards, par exemple, en 2018, le Sénégal avait émis 2 eurobonds, 1 milliard d'euros, 1 milliard de dollars. Sur l'un des eurobonds, c'était 6,75%, 2018-2048. Donc, chaque année, le Sénégal va payer 6,75% sur cette somme de 2018 à 2048. Quand on cumule les intérêts, 2018-2048, c'est 2 milliards. Donc, vous endettez 1 milliard pour payer 2 milliards sur 30 ans. Et en 2048, qu'est-ce qui va se passer? Si en temps la dette n'a pas été rachetée, qu'est-ce qui va se passer? Donc l'État va aller sur les marchés et va dire, je veux encore 1 milliard pour payer le principal, l'eurobond de. Mais sur le marché, peut-être que les taux d'intérêt décidés par la Banque centrale américaine vont être, disons, de 15%. Dans les années 80, ce qui s'est passé, Volcker a augmenté massivement les taux d'intérêt à 2 chiffres. Et donc, si c'est 15% aux États-Unis, le minimum pour vous, ça va être 20%, 25%. Est-ce que vous pouvez faire ça? Mais non. Et donc, c'est ça. Donc, quand vous en êtes en monnaie étrangère, vous prenez d'énormes risques. Vous érodez même votre souveraineté. Maintenant, il y a des États africains qui ont une dette très faible. Et cette dette est due juste aux créanciers multilatéraux. Comme l'Algérie, par exemple. Oui, l'Algérie. Quand vous regardez l'Algérie, par exemple, sur, disons, 2006 jusque-là, le service de la dette, chaque année, ça représente moins d'1%. En moyenne, sur cette période, sur 20 ans, ça représente moins de 1% de ses exportations. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. L'Algérie a une totale souveraineté monétaire, mais elle ne l'utilise pas. Le Botswana a une dette plus élevée, mais comme le Botswana a un contrôle fiscal et technique sur le secteur du diamant, et donc, le Botswana est un pays créancier, donc le Botswana a beaucoup de dépôts en dollars, et donc le Botswana n'a pas vraiment besoin de s'endetter en monnaie étrangère, etc. Et le Botswana s'endette en monnaie étrangère, mais sa dette est soutenable parce que, c'est un pays créancier, quoi. C'est comme la Libye au temps de Kadhafi qui n'avait pas vraiment de dette en monnaie étrangère. Donc, si nous avons un contrôle sur nos ressources nationales,
Donc, ça peut réduire le besoin. Maintenant, comment le Sénégal peut faire pour sortir de ce cercle vicieux? Oui, c'est-à-dire que la dette actuelle, c'est très compliqué. Mais c'est que tôt ou tard, s'il n'y a pas de souveraineté monétaire, vous n'en sortez pas. Et la souveraineté monétaire, ce n'est pas seulement d'avoir sa propre monnaie. Le Niger a sa monnaie et on voit que les catastrophes qu'il y a là-bas. Le Ghana, etc. C'est-à-dire que la souveraineté monétaire, c'est d'abord avoir sa propre monnaie, avoir le contrôle sur la banque centrale et maîtriser les prix dont je parlais, les 5 prix macroéconomiques, les maîtriser et faire tout pour réduire son endettement en monnaie étrangère. Je ne dis pas qu'il ne faille pas s'endetter en monnaie étrangère, mais il y a une condition pour que ça marche. C'est-à-dire que si vous prenez 1 milliard de dollars, vous devez l'investir dans des projets qui vont vous générer plus pour pouvoir payer la dette. Ici au Sénégal, qu'est-ce qui a été fait au nom de l'émergence? On s'est endetté massivement dans des projets qui peuvent être rentables en CFA. Vous avez un péage, vous avez bus rapide transit, etc. C'est super. Il y a la demande, c'est super. Mais les usagers de ces infrastructures vont payer en CFA. La dette ne se rembourse pas en CFA, elle se rembourse en dollars. Et donc, c'est dérisoire par rapport à ce qui se fait. Oui, et donc si l'endettement n'a pas permis de booster vos exportations, qu'est-ce qui va se passer? Le ratio entre le stock de la dette publique et vos exportations, ou le service de la dette et vos exportations, ça va s'aggraver. Absolument. Ça va se détériorer. Et donc, c'est ça qui s'est passé au Sénégal. Donc, à un moment donné, vous n'êtes plus trop solvable. Et donc, ça veut dire qu'il faut y aller mollo avec la dette en monnaie étrangère. Et maintenant, comme j'ai dit, avec les systèmes de paiement alternatifs qu'il y a, et on peut dire que voici notre agenda de développement. Il y a des ressources dont nous avons besoin. Nous voulons les payer dans notre propre monnaie nationale. Mais si vous êtes dans le système CFA, vous ne pouvez pas avoir cette marge de manœuvre pour le faire. Parce que vous n'êtes pas souverain. Ce n'est pas vous qui décidez. Et nous n'avons pas notre propre système bancaire, notre propre système financier. Tous les pays de la zone franc, en fait, ils n'ont connu aucun développement bancaire digne de son nom. Ce sont les banques étrangères qui sont venues ici profiter de l'UEMOA et de la CEMAC. Mais il n'y a aucun de ces pays qui ait pu développer un propre système financier national. Alors que ça, c'est une condition cardinale du développement. Quand je parlais par exemple avec Samir Ami, j'avais interviewé en 2018, il me dit Nongo, dans la plupart des pays du Sud, nous avons des monnaies coloniales. Pourquoi nous avons des monnaies coloniales? Mais c'est parce que nous ne contrôlons pas le secteur financier. Il me dit que la Chine a une monnaie souveraine parce que la Chine a un contrôle sur le secteur financier. Donc si vous avez votre monnaie, et vous avez zéro contrôle sur le secteur financier, c'est comme si vous n'aviez pas de monnaie. Et c'est là où ceux qui défendent le CFA font erreur. Vous dites, regardez les Ghana, regardez les Zimbabwe, etc. C'est que ce n'est pas seulement la monnaie, c'est la finance. Parce que c'est la finance même qui est plus importante d'une certaine manière. La monnaie, c'est juste le préalable, le socle. Parce que si vous n'avez pas votre banque centrale, vous ne pouvez pas contrôler le secteur financier vous-même. Vous ne pouvez pas avoir de politique financière autonome. Donc avoir une monnaie, c'est une condition pour avoir une politique financière autonome. Et maintenant, moi j'aimerais, parce que vous entendre parler, ça veut dire que